Ok, on a déjà une centaine de participants. Bah écoute, Christine, si tu veux, tu peux démarrer. Merci beaucoup, Élodie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire de NACRE pour cette présentation qui va être faite pendant 30 minutes du docteur Germán Cano Sancho, qui est directeur de recherche dans l'unité Labercaïn Rae Oniris de Nantes, qui est nutritionniste de formation et ses travaux de recherche s'intéressent depuis extrêmement longtemps à l'exposome et aux pathologies féminines, notamment endométriose et également cancer du sein. Donc, il va vous faire une présentation aujourd'hui sur polluants chimiques et cancer du sein, quel est le rôle de l'alimentation. Mais avant de donner la parole à Germane, nous allons faire une petite présentation de notre réseau NACRE et un rappel. Alors, il faut que je passe j'arrive pas à passer les diapos. Je vais vous faire une présentation, voilà, sur notre réseau. Alors, notre réseau s'appelle NACRE pour Nutrition, Activité Physique, Cancer, Recherche. Il a été fondé en 2000. Et il va regrouper des équipes de recherche qui sont composées d'experts en nutrition. Vous avez à l'écran le lien de notre site. Alors, ce réseau, il a été fondé avec un objectif de fédérer la recherche, d'informer le public, et vous allez voir qu'on a beaucoup d'actions de communication auprès du grand public, de former les professionnels de santé, et puis également de réaliser des synthèses de connaissances scientifiques et des expertises collectives. Alors, on va avoir trois stratégies. Prévention nutritionnelle des cancers primaires, donc prévention primaire, mais également la prise en charge nutritionnelle des malades atteints de cancer et la prévention nutritionnelle des récidives et des seconds cancers. Sur cette diapositive qui représente un hexagone, vous voyez la répartition des 48 équipes du réseau NACRE qui a été réactualisée en juin 2024, qui sont équitablement réparties sur l'ensemble du territoire. Le réseau NACRE est constitué d'une équipe de coordination et de plus de 450 experts et expertes et fait la promotion de plus de 170 projets de recherche. Alors, au sein du réseau, on anime des séminaires scientifiques annuels, mais également des formations régulières qui sont à destination des professionnels de santé. On a un des objectifs que je vous ai présenté est la communication autour de la nutrition auprès du grand public. Donc, il y a des événements annuels pour le grand public et les patients, bien sûr. Et puis, en introduction, on vous a présenté le lien du site. Donc, on a un site web qui est certifié, qui est clairement utilisé comme outil pour les chercheurs, les professionnels, les patients, mais également pour le grand public. Et pour finir, on est également présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, également Instagram, et nous avons une chaîne YouTube. Alors, quelles sont les thématiques qui sont abordées? Vous voyez, on a représenté sous forme colorée des thématiques nutritionnelles d'épidémiologie, des approches cliniques, mais également des modèles expérimentaux, qu'ils soient in vivo, in vitro et in vivo, donc des modèles précliniques. Et puis la richesse de ce réseau et aussi la diversité des chercheurs, puisqu'on accueille également des chercheurs spécialistes de sciences humaines et sociales. Donc voilà pour la répartition de nos équipes. Alors, on a un rendez-vous scientifique qui est trimestriel. L'adhésion à notre réseau, l'inscription à ce rendez-vous est gratuite et ouverte à tous. Et clairement, on se positionne comme un expert français et international sur la thématique autour des questions du lien entre nutrition, activité physique et cancer. Et comme je vous le disais, on a des thématiques qui sont extrêmement diverses, de la santé publique, la recherche clinique, la recherche expérimentale et les sciences humaines et sociales. Et puis, l'occasion de ce webinaire permet des échanges en direct qui vont, je l'imagine, faire l'occasion de très nombreuses questions auprès de Germane après sa présentation.
sans oublier de rappeler que nous avons différents webinacles qui sont déjà disponibles et qui sont disponibles en replay sur notre plateforme YouTube. Et je vous présente d'ores et déjà le prochain webinaire qui aura lieu le 18 novembre sur la thématique de la dénutrition. Je vous en reparlerai à la fin de cette proposition. Donc maintenant, je vais donner la parole. Donc là, c'est un rappel sur les webinaires qui ont eu lieu en 2025, pardon, un webinaire particulièrement intéressant et qui nous donne des arguments sur le Nutri-Score, qui est vraiment en lien avec les sujets d'actualité cruciaux. Et puis un webinaire qui a eu lieu en juillet par notre collègue de Poitiers. Voilà pour la présentation rapide de notre réseau. Alors, je me présente tout d'abord, Christine Bobin-Dubigeon, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et praticien à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, très impliquée dans le réseau NAC, et je suis ravie de modérer cette session. Donc, je vais donner la parole à Germane en vous donnant les éléments de déroulement. Germane va présenter son topo pendant environ 30 minutes. Et vous avez dans votre outil la possibilité de poser des questions. Donc, on a un échange questions-réponses. Je vais synthétiser les questions pendant la présentation de Germane et ensuite, je donnerai la parole à Germane pour répondre et faciliter l'échange avec vous. Et enfin, pour finir, après cet échange, n'oubliez pas qu'à la fin du webinaire, nous avons une enquête d'évaluation de satisfaction de nos interventions. Donc, je laisse la parole à Germane Cano-Sancho pour sa présentation sur polluants chimiques et cancer du sein. Quel rôle de l'alimentation? C'est à toi, Germane. Merci beaucoup, Christine. Est-ce que tu vois la présentation en bonne mode? C'est bien? OK. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Déjà, d'abord, merci beaucoup pour me donner l'opportunité de partager ce sujet de recherche que c'est assez complexe et à la fois passionnante que j'essaie de développer depuis un petit moment. Moi, je suis nutritionniste de formation et depuis mes études, j'étais très intéressé sur cet aspect parce que j'étais très sensibilisé sur la contamination des aliments. Et j'ai trouvé que sur les côtés formation nutritionniste à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de formations spécifiques et petit à petit, je me suis développé sur les sujets. Et bon, j'ai tombé sur les LAVERCA, que c'est une unité mixte entre l'INRA et l'école vétérinaire à Nantes. Et on s'intéresse sur l'impact de l'exposome chimique depuis les sources long de la chaîne alimentaire jusqu'à la santé, avec une spécificité de santé de la femme et des maladies hormonodépendantes. Notre spécialité technique, c'est la spectrométrie des masses, donc la technique par des références pour identifier toutes les composés chimiques organiques à très faible dose en différentes matrices. Donc, on est un laboratoire de 70 personnes avec beaucoup de compétences variées. Et on développe cet axe santé depuis un petit moment. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un focus et avec une petite introduction de quoi on parle autour des polluants chimiques organiques. Un petit focus sur les complexités, défis, la mise en relation avec les cancers des sang, avec une spécificité des polluants organiques persistants et quelques exemples d'applications de nos recherches dans certains cas d'études avec nos collaborateurs et finalement donc aborder la problématique de l'alimentation vis-à-vis des leviers d'action qu'on peut mettre en place pour agir les effets nocifs des polluants. Donc, si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on a un parcours industriel assez conséquente. Donc, aujourd'hui, on est sensibilisé pour la pollution chimique, mais nous précède certaines étapes donc assez très marquées. Donc, la découverte de l'industrie chimique et la production à haut niveau pour
développer donc toutes les technologies qui aujourd'hui nous permet donc la vie avec tout confort. Donc, on a aussi une vague des développements industriels autour de la pétrochimie et l'industrie du plastique. Et finalement, donc, comme je disais, aujourd'hui, on est sensibilisé, on est plutôt dans la chimie verte avec cette vision arrière de qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait et comment on peut faire mieux. Donc, dans cette étape de surproduction chimique, on s'est rendu compte qu'on a identifié certains produits type organochlorés on a vu qu'ils ne sont pas très bons pour la santé ni l'environnement. Donc, et on a vu passer des agences réglementaires qui l'ont sorti pour faire face à l'impact sociétal de ce type de composés. Donc, des organochlorés, ils ont donné lieu à des autres composés substitutifs ou remplaçants pour des autres utilités, comme les composés fluorés, même aussi des composés bromés, phénolphtalate issus de l'industrie plastifiant et aussi des composés phosphatés. Donc, sont la particularité de certains types d'atomes avec composés des propriétés physico-chimiques différentes. Mais à côté ces différentes vagues de production industrielle, on a expérimenté donc les réactions face à ça par rapport les impacts sanitaires qu'il peut avoir. Donc, on a vu depuis quelques décades donc l'apparition de l'EFSA, de l'ECA, de la Convention de Stockholm qui nous a mis en évidence l'impact secondaire, on peut dire les effets secondaires de certains produits, soit au niveau santé humaine, soit santé globale planétaire. Donc, les choses qui résultent aujourd'hui, si on prend un échantillon sanguin urinaire, comme celui-ci qu'on peut voir sur l'étude de surveillance d'Esteban ou des autres cohortes de biosurveillance. Donc, dans un échantillon à population générale, on peut trouver environ 40-50 composés dits dioxines PCV issus des activités industrielles, même à faible dose. On peut trouver des pesticides, certaines qui viennent d'industries de la vieille école, hein, déjà interdites, composés pesticides organochlorés, et certains composés pesticides qu'on peut retrouver plutôt des nouvelles générations, plutôt dans les urines. On peut trouver composés comme les bisphénols et les phtalates de façon assez très généralisée à la population, donc issus de l'industrie du plastique pour ses propriétés. On peut trouver des retardateurs des flammes qui sont utilisés de façon généralisée dans des tapis, des revêtements, pas mal des mobilières. On trouve des traces des produits d'hygiène personnelle, comme les parabens, ou des filtres ultraviolets, des métaux lourds qui sont déjà un problème depuis un petit moment, mais restent toujours là. Des mycotoxines et des autres produits qui arrivent à l'alimentation dû à la transformation, comme l'acrylamide. Finalement aussi, les PFAS, qu'on entend parler depuis un petit moment. Donc, je ne vais pas rentrer sur les détails, mais sur les sources, c'est intéressant à voir qu'on on a différentes voies d'exposition. On les excrète en fonction des les propriétés physico-chimiques et globalement, pour connaître l'exposition individuelle à ce type de composés, on peut le faire de façon directe avec un dosage environnemental et les méthodes de spectrométrie des masses. Donc, on peut identifier la contamination des poussières, par exemple. Mais l'alimentation, ça reste une voie d'exposition principale pour les populations non professionnelles. Donc, l'ANSES nous a montré que pour la plupart des composés organiques, entre les 50 et 86%, c'est dû à l'alimentation. Pour ça, aujourd'hui, le rôle de l'alimentation, ça va être intéressant à développer. On peut faire les dosages alimentaires et
en fonction des niveaux de consommation et contamination, on peut de façon indirecte savoir les expositions des gens. Mais les méthodes de référence, c'est revenir sur les matrices biologiques et les analyser par spectrométrie des masses et de façon directe, connaître les niveaux d'imprégnation des individus. Donc, de façon indirecte, l'ANSES nous a montré donc, que la population française s'est exposée d'un certain niveau une grande variété de composés via l'alimentation, qu'on vient de mentionner tout à l'heure. Mais la chose que je vais vous mettre en avant, que les polluants organiques persistants, dites aussi éternelles pour ses propriétés physico-chimiques persistantes, non destructives et accumulatives, donc sont toujours assez très présents, même s'ils ont été interdits, très fortement réglementés. Donc ici, je vous montre qu'environ une soixantaine de composés sont retrouvés donc, de façon très généralisée dans les marchés alimentaires français. Donc 86% des produits ont été trouvés contaminés. Donc, ça ne va pas dire qu'ils sont au-delà du seuil, mais ça reste des composés qui sont assez prioritaires pour les potentiels impacts sanitaires parce que vraiment, on ne peut pas agir au-delà des sources. Euh, Au contraire, par exemple, les pesticides, aujourd'hui, on entend parler beaucoup dans les médias, mais sont des composés qui sont très réglementés, sont très régulés et par conséquent, le niveau de contamination dans la chaîne alimentaire, ça reste assez très faible. Donc, aujourd'hui, je vais me recentrer sur les POP, les polluants organiques persistants. Je vous les présente tout de suite. Ils ont été donc, identifiés et régulés dans la Convention de Stockholm dans les années 80. Donc, on trouve des polluants interdits utilisés comme produits phytosanitaires. Peut-être le plus connu, c'est les DDT, dans lesquels aujourd'hui on trouve des traces pour la longue vie dans l'organisme et les capacités bioaccumulatives. Mais on trouve aussi donc, les fameuses PFAS, les PFOS et PFOA, qui sont très fortement réglementées. On trouve des retardateurs des flammes type bromé. Et on trouve aussi donc, des dioxines et PCB qui sont issus de façon involontaire aujourd'hui, donc issus de certaines usines. Donc, on a des systèmes, des filtres pour diminuer la production industrielle ou les relargages environnementaux. Donc, ce type de composés sont persistants et même s'il a été interdit, on trouve un déclin des tendances d'exposition. Ici, vous allez voir ce profil des tendances temporelles dans lesquelles on voit cette tendance décrémentale de ce type de composés. On est dans l'ordre des picogrammes, que c'est très petit, qui à peine on peut le voir avec les méthodes de spectrométrie des masses, nous demandent de monter une forte compétence pour la détection. Mais par contre, sont tellement bioactifs qu'aujourd'hui, ça continue à être éventuellement un problème de santé publique qu'on essaye de détecter encore depuis 50 ans de réglementation. Donc, quel est le lien avec les cancers de sang? Donc, l'intérêt du cancer de sang, c'est vraiment la problématique de santé publique vis-à-vis des tendances temporelles. Donc, ça continue à être la première cause de mortalité liée au cancer féminine. C'est la première cause de mortalité toute confondue liée au cancer à partir des 50 ans, comme on a vu les derniers rapports de la JVD. La tendance temporelle, c'est vraiment pour la mortalité, mais pas pour l'incidence. Donc, ça continue à être un gros souci de santé publique en termes d'impact sociétal et économique. Et globalement, donc, les perspectives ne sont pas trop allégées, même après gros efforts de la communauté scientifique. Comment on peut mettre en lien les
polluants organiques persistants. Donc, c'est assez complexe. Donc, ici, je vous montre un peu les profils des risques cumulatifs pendant la vie. Donc, on connaît les cancers de sang. Là, on a une période de latence que c'est assez très long et ça implique une complexité pour articuler tous les facteurs de risque que les personnes sont exposées tout au long de la vie vis-à-vis des composés bénéfiques. Mais la connaissance actuelle nous donne des pistes qu'à certaines fenêtres d'exposition clés vis-à-vis de la vulnérabilité pour les cancers des seins, toujours, on voit apparaître les régimes alimentaires, l'exposition aux produits chimiques et la contamination. Donc, on les voit de façon répétée, mais on n'a pas encore la connaissance pour décrypter quels sont les fardeaux attribués à chacun de ces composants. Donc, mais on connaît que les cirques, par exemple, il a bien classé certains de ces types de pop comme carcinogènes avérés, donc notamment les TCDD, c'est les plus bien connus, mais on a des autres qui sont classés en classe 2A comme potentiel carcinogène pour l'homme, même si ça nous manque certaines épreuves pour à un niveau épidémiologique. Donc, comment les cirques ils fonctionnent? Donc, c'est très basé sur la mécanistique. Et en fait, un composé pour que soit carcinogène, ce n'est pas nécessaire que soit génotoxique. Il y a des autres actions qu'il peut agir pour activer, promouvoir ou accélérer la carcinogénèse. Donc, pour avoir des caractéristiques liées à l'esthèse oxydative, à l'inflammation, il peut avoir l'immunosuppression. Donc, tout un ensemble de caractéristiques qui peut jouer un rôle sur la progression de la maladie. Ça, c'est une complexification de l'histoire parce que globalement aujourd'hui, donc, on a différentes étapes de la vie dans lesquelles on est exposé à composés des chimiques avec des propriétés très variées qui peuvent agir de façon différente dans ce schéma de développement non génotoxique du cancer. Donc, on parle aussi des interactions entre composés, donc plusieurs composés avec différents modes d'action qui peuvent jouer sur la progression du cancer, mais aussi des composés non toxicologiques comme les régimes alimentaires, même des facteurs sociaux qui peuvent jouer sur ces interactions. Donc, ça, c'est le concept d'exposome. Et aujourd'hui, donc, on confronte, j'ai listé comme trois défis qu'on essaye un peu de faire avancer. Donc, l'une, c'est la très faible dose des composés à lesquels il faut faire face pour identifier de façon robuste les expositions. Donc, la réglementation nous apporte une protection à l'exposition avec un déclin temporel des expositions, mais aujourd'hui, la technologie nous challenge pour développer des méthodologies pour arriver à très, très, très faibles doses qui éventuellement sont assez encore bioactives. On parlait des mélanges assez complexes et aussi des interactions avec des composants pas forcément toxicologiques que je vais essayer de développer un peu plus tard. Donc, je vais vous donner quelques exemples des recherches qu'on mène avec nos partenaires pour aborder ce type de thématique. Donc, les premières, c'était développé pour répondre à la question de l'impact de PFAS et retardateurs de flammes au cancer des sangs, en collaboration et portée par Francesca Mancini de l'équipe du CSP à l'INSERM, donc, de laquelle la conception, c'était une étude nichée à cas témoins dans l'accord E3N avec cet intérêt d'aller au plus bas possible au niveau des niveaux de détection. Donc, essayer de développer une méthode très, très, très dirigée à la finesse des mesures avec nos méthodes de spectrométrie de masse pour essayer de caractériser de façon assez très, très fine, notamment les retardateurs de flammes brûlées, qui, dans les cas français, on n'est pas assez exposé comme par exemple les Américains, qui ont une grosse utilisation des tapis
dans ces maisons sont un type d'exposition très particulière. Nous, on exposait peut-être dans l'ordre des 1000 fois moins que les Américains. Donc, pour ça, ça nous demande des méthodes très, très, très pointues pour arriver à ce type des niveaux des mesures. Donc, les résultats globaux de cette première étude à population, donc, on a trouvé que les PFAS, ils n'ont pas montré une association très forte avec les risques de cancer des sang quand on considère tout confondu. Par contre, on a trouvé donc une association positive quand on stratifie la population par rapport à les récepteurs estrogéniques. Donc, notamment un incrément de 20% et 88% des risques. C'est le même cas pour les PFOS dans lesquels les récepteurs estrogènes négatifs ont augmenté les risques de cancer des sangs. Un deuxième exemple d'application, donc ça a été mené avec l'équipe de Javier Comul et Myriam Koual. Donc, c'était un focus pas sur les risques de cancer des sangs, mais dans ces cas-là, on s'est focalisé sur les risques métastatiques, donc les phases plus avancées du cancer des sangs. On a focalisé d'une façon plus large sur un ensemble des mélanges chimiques des polluants organiques persistants. Donc, dans ces cas-là, donc des patients pris en charge chirurgicale dans lesquels on a pu prélever des tissus adipeux péritumoraux. Donc, on avait des cancers métastatiques, on avait des cancers non métastatiques et on a essayé de mettre en relation donc, avec des méthodes aussi assez pointues pour les dosages spécifiques par spectrométrie de masse couplée à la chromatographie gazeuse. Donc, la chose qu'on a pu trouver, de façon généralisée, on trouve environ 50 polluants chimiques dits interdits à très faible dose, dans l'ordre des picogrammes, hein, donc une grande quantité de dioxines qui sont encore retrouvées dans les tissus adipeux-péritumoraux. Et donc, les résultats généraux, donc on a trouvé que la dioxine TCDD, de façon confondue, n'était pas liée au risque métastatique, mais par contre était liée sur la taille de tumeur. Et les résultats peut-être plus intéressants, c'est quand on stratifie par rapport à l'IMC. Donc, les IMC plus élevés augmentaient donc, la mise en relation entre les dioxines, des PCB dioxine-like et des mélanges de dioxines avec la taille des tumeurs et les risques métastatiques. Donc, quel est le rôle de l'alimentation? Donc, on connaît que certains polluants chimiques peuvent être liés au risque du cancer des sang, voire métastatique, et la progression. Mais l'alimentation joue un rôle assez important. Donc, on connaît que peut-être des déterminants d'exposition, mais pas que. Peut avoir aussi un aspect direct sur l'impact biologique ou bioactif du cancer des sang. Pour mettre en contexte ça, nous, on a développé un reboot de la littérature pour connaître un peu mieux qu'est-ce qu'on connaît de la co-exposition ou des interactions qu'il peut avoir entre polluants chimiques et nutriments. Et on a conclu qu'il peut y avoir des interactions à différents niveaux, soit la coprésence co-exposition, donc on connaît certains aliments qu'ils peuvent porter à la fois des composés bénéfiques, comme le cas du poisson. Donc les poissons nous amènent à des oméga 3, nous amènent à des minéraux, nous amènent plein de composés bénéfiques, mais c'est la principale source d'exposition donc au dioxine PCB, des composés lipophiles qui sont stockés dans les graisses et on les relâche au long des chaînes. Mais aussi, donc, on peut trouver certains composés nocifs, aussi la graisse saturée peut être aussi co-exposée avec certains composés chimiques assez nocifs. On peut trouver des interactions au niveau toxicocinétique, c'est-à-dire les transports. Je vais illustrer comme ça. Donc, certains composés avec des propriétés physico-chimiques similaires aux polluants organiques persistants, qui sont assez lipophiles, peuvent être circuler à niveau interne avec ce type de composés. Donc, ce sont des vitamines liposolubles, par exemple. Peut-être aussi des acides gras qui sont métabolisés et transportés avec
la même structure et la même composition que certains composés chimiques. Et finalement, à l'arrivée de la cellule, donc on peut trouver de certaines interactions au niveau des effets biologiques, c'est-à-dire la toxicodynamique. Donc, certains composés bénéfiques nutritionnels ou nocifs peuvent agir de façon similaire à cible similaire, donc au niveau des récepteurs ou de façon plus globale des voies de signalisation similaires. Donc, un exemple ici, c'est une étude qui a été menée il y a quelques années, dans laquelle les oméga-3 oméga-6 ont mis en évidence que peut moduler les effets toxicologiques du PCB au niveau des excès oxydatifs endothéliels. Donc, c'est juste un exemple. Mais je vais vous montrer un exemple que j'ai mené moi-même au niveau d'une approche épidémiologique avec cette idée d'explorer comment on peut moduler l'alimentation, la nutrition, les associations entre polluants et santé. Ça, c'est un cas spécifique sur les expositions prénatales sur l'obésité infantile, mais ce n'est pas complètement délié sur comme un risque des cancers plus tardifs. Donc, je me suis appuyé sur une étude épidémiologique espagnole prospective qui s'appelle INMA et on a développé un pipeline statistique assez un peu complexe pour identifier des interactions. Et je vais vous montrer juste deux résultats un peu plus marquantes. Donc, notamment, celle-ci de la cryptoxanthine avec les PFOS. Les PFOS, on ne trouvait pas une association entre l'exposition et l'obésité infantile quand on ne considérait pas le régime alimentaire ou la nutrition spécifiquement. Mais par contre, quand on stratifiait la population qui était co-exposé à la cryptoxanthine, hein, qui c'est un caroténoïde qui vient de la fruite, notamment des oranges. Donc, on a trouvé que les femmes moins exposées, c'est-à-dire ils avaient un risque que c'était significatif. Ça, c'était une des conclusions qu'on a pu sortir, de voir comment les nutriments pourraient protéger ces effets parmi la population qui avait un niveau de cryptoxanthine plus élevé. Dans ce même sens, on a conduit un autre travail avec l'équipe de Francesca Mancini, portée par Pauline. Pauline Orfano, elle a développé une analyse très chouette sur la cohorte hétérogène pour explorer les interactions potentielles entre la consommation des huiles végétales et la mise en relation entre les PBD, hein, les composés bromés, et le cancer du sang. Et la chose qu'elle a trouvée avec des méthodes d'exposition indirecte, c'est que les risques étaient augmentés parmi les femmes qui consommaient des huiles végétaux. Les hypothèses à l'arrière qui pourraient expliquer ça, c'est que les produits pourraient incrémenter la biodisponibilité. Ce sont des petites pistes qui nous apportent certains liens de co-exposition et co-effet. Un autre exemple que j'aimerais bien vous présenter, donc, c'est le cadre du projet BC Expo qu'on a développé à Nantes avec notre collaborateur régional. C'était porté par l'équipe IRSET, l'LRS de Vincent Bissonneau. Et une structuration régionale pour apporter une approche exposomique à la problématique du cancer du sang, donc avec une cible spécifique des interactions d'exposome chimique, nutritionnelle et sociale, avec des pistes plutôt sur le développement des cancers et progression. Donc, je vais vous présenter quelques résultats qu'on a développés avec des études qu'on a développées avec Christine, qui a présenté le webinaire aujourd'hui sur la cohorte Epicourt, dans lesquelles l'idée, c'était d'explorer la mise en relation entre PFAS, alimentation et cancer de sang métastatique et voir quelles sont les relations entre eux.
de façon généralisée, on a trouvé que les PFAS en étaient différents parmi les subtypes de cancer des sang métastatiques. On a trouvé une relation positive entre la consommation des fromages et produits des aliments préparés avec les niveaux des PFAS au niveau sanguin. Ça, c'est un premier résultat qu'on a trouvé dans cette cohorte. C'est assez petit, c'est une centaine de femmes, mais les résultats étaient bien marqués. Et un deuxième résultat, c'était donc que la consommation des légumes frais, c'était associé de façon inverse avec le niveau des PFAS. On est à l'étape de décortiquer un peu mieux les interactions, mais sachant que la taille des populations, c'est assez limité pour aller très très loin au niveau des puissances statistiques. Mais nous donne des pistes déjà l'effet modulateur des expositions. Donc, à ce moment-là, si on peut résumer quel est l'impact de l'alimentation pour la prévention des risques, on peut voir qu'on peut agir au niveau de réduction des émissions, voire les transferts dans la chaîne alimentaire, mais ça reste un levier assez complexe dû au cadre réglementaire, voire l'enjeu industriel à l'arrière. Donc, il y a des enjeux économiques et sociétals assez forts pour agir assez, efficacement, on peut dire, au court terme. À moyen terme, on peut voir aussi des options de levier aux gestes individuels pour réduire les expositions, dans lesquelles les nutritionnistes, professionnels de santé, ils peuvent aider à identifier certaines pistes de réduction des expositions. On peut aussi agir pour y développer des stratégies pour lutter les effets. Donc, comme je vous ai mentionné, il y a certains types des aliments qui peuvent nous aider à aller plus loin sur les effets bénéfiques pour compenser les effets toxiques. Donc, rapidement, je vais aller sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des recommandations d'alimentation qui peut nous aider à réduire les expositions. Et je vais m'appuyer sur les recommandations de la World Cancer Research Fund International qui peut nous aider à agir sur la prévention primaire, secondaire ou tertiaire et avec un focus très important sur la modification de l'alimentation globale. Mais peut-être un paradoxe à mettre en avant, c'est est-ce que l'alimentation riche et variée que c'est recommandé, c'est aussi la moins contaminée? Donc, ce sont des grands paradoxes qu'aujourd'hui on se trouve, que même les régimes alimentaires euh, plus sains, comme le régime méditerranéen, sont peut-être aussi une grande source d'explosion chimique. Donc, c'est le cas de cette étude publiée en Nature Food, dans laquelle on a pu voir que l'alimentation méditerranéenne, riche aussi en poissons, donc c'était un des régimes plus contaminés dans cette population chinoise. Même si c'est une population chinoise, nous, on a pu constater ça, une population nantaise, dans laquelle les régimes alimentaires moins contaminés par rapport à la contamination du lait maternel, c'était celui-ci qu'on considère plus nocif comme les snacking, hein. Et celui-ci plus contaminé, c'était les régimes avec une consommation de poissons un peu plus élevée. C'est un paradoxe, mais ce n'est pas une surprise. On connaît que les sources d'exposition euh, de ce type de composés, donc c'est les poissons, mais la chose qu'on connaît, donc ce type de lait, à la fois qu'il avait un gros teneur de dioxine un peu plus élevé que les autres, il avait aussi une grande richesse nutritionnelle, grande richesse au niveau des oméga 3 et des autres composés bénéfiques que je ne vais pas décortiquer, mais qu'on a pu décortiquer dans le cadre d'études lactomiques. Donc, finalement, pour répondre à cette question, l'alimentation riche et variée recommandée de façon globale, c'est aussi la moins
l'amont contaminé, pas forcément, mais l'effet bénéfique pourra compenser les effets indésirables. C'est assez une chose qu'on on peut pas généraliser, mais on a des pistes avec niveau de preuve assez limité, mais dans lesquelles on peut voir que de façon généralisée, donc la consommation de poissons pourrait compenser les effets nocifs de certains composés qui nous amènent. Mais il nous manque des études. Je vais peut-être l'accélérer un peu pour qu'on ait des temps d'échange. Ça m'intéresse cette slide ici pour peut-être décortiquer comment les différentes recommandations pour les cancers spécifiquement, ça peut nous aider pour agir au niveau des expositions. Donc, la limitation de la consommation de viande et fast-food ou des aliments riches en gras va nous amener à une diminution des dioxines PCB et des composés des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et la réduction des produits transformés et aussi ultra-processés, ça va nous amener de façon indirecte la réduction des expositions à composés des emballages, bisphénol, phtalate, beurre, PFAS. Pour agir les effets, donc, ce sont des recommandations qu'on peut les identifier déjà à la littérature. L'activité physique en régime végétalisé, riche en fibres, sont déjà des gestes qui vont nous apporter des mécanismes en direct ou direct pour agir les effets. Et un petit point pour l'allaitement. L'allaitement, c'est connu comme un protecteur du cancer des seins. La chose qu'on connaît, nous, au niveau des expologies, c'est que la mère décharge une grande partie des polluants organiques persistants dans le lait et dans l'accouchement. Donc, de façon globale, pour les composés lipophiles, environ 50% de la charge d'exposition de la mère passe à chaque enfant. Ça va varier en fonction des durées de l'allaitement. Donc ça, c'est en protection pour la femme au niveau des charges teneur d'imprégnation interne. Au niveau des expositions, donc, on peut identifier certains gestes pour réduire la consommation ou l'exposition via l'alimentation, notamment les poissons prédateurs de grande taille sont déjà identifiés comme des grands vecteurs des polluants organiques persistants et une exposition, on peut le voir de façon généralisée, réduite avec des poissons de petite taille et un niveau de graisse moins élevé. La réduction des graisses saturées sont des gestes assez très généralisés dans les guides nutritionnels. Ça va nous amener cette substitution du beurre pour l'huile d'olive, dans lesquelles on va pouvoir voir la réduction des dioxines PCB, voire métaux lourds. Et de façon globale, la généralisation de la recommandation de privilégier la cuisine faite maison et réduction des consommations des produits ultra transformés emballé et moins frais, on peut dire. Donc, ça va nous amener donc, à la réduction de tous ces types de composés qui viennent dans les emballages. Donc, ce sont des recommandations à population générale qui, de façon globale, ça va nous amener à une réduction des expositions. Et donc, je vous mets ici quelques outils de sensibilisation, notamment des expositions alimentaires via les poissons. Une calculatrice qui pour les nutritionnistes, ça peut être utile pour savoir quel type de poissons ça peut nous amener à une surexposition ou pas, même avec un certain niveau de finesse au niveau des quantités. Et après, certains outils de sensibilisation des expositions non alimentaires, certains ou non développés par l'INERIS. Donc, de façon générale, quelques conclusions pour finaliser. Donc, on est exposé à un mélange complexe tout au long de la vie, mais il faut dire qu'on est exposé à très faible dose. Donc, on n'est plus dans les cas qu'il y a 50 ans dans lesquels la problématique, c'était l'exposition à très haute dose, dans lesquelles la toxicité, c'était très fort. On est au cas contraire.
On est très faible dose que même au niveau des niveaux de détection, on galère pour identifier des composés, mais nous manque des recherches pour savoir à ce type d'exposition faible, quel est l'effet combiné. On parle des effets cocktails et notamment des composés émergents. Et un deuxième message que je veux apporter, donc l'alimentation reste un levier d'action très important pour réduire les expositions ou compenser les effets indésirables, mais ça reste encore très peu étudié. Donc, on connaît de façon indépendante les effets des nutriments et des composés de façon individuelle, mais l'effet combiné, que c'est la réalité des expositions aujourd'hui, on les connaît très peu. Et ça nous reste dire que l'alimentation riche et variée, ça reste la référence, mais qu'encore nous manque des études raffinées, des risques-bénéfices dans lesquels on pourrait arriver à décortiquer pas mal des pistes pour la prévention. Donc, il me reste remercier tous mes collaborateurs, que ce soit au niveau de la VRK et au niveau de l'INSERM, notamment donc, le travail de Myriam Coal, Francesca Mancini, Christine Vauvant, Bernard, Martine Bélanger et aussi Vincent Messano et Christine Goupil. Et je vous remercie à vous, hein. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup, Germane, pour cette présentation passionnante et extrêmement bien illustrée dans des contextes très différents. Alors, on a beaucoup de questions dans notre chat. Je vais commencer par la première. Tu as parlé aliments et une des personnes nous dit, mais quelle eau boire? Que pensez-vous de l'eau du robinet pour la présence des polluants? Et l'eau de robinet, fait, c'est pas notre demande d'expertise, les miens de façon particulière. Mhm. Au niveau généralisé, à ma connaissance, on a certains composés qui commencent à poser des interrogations, notamment les PFAS, on l'a sorti pas mal sur les médias, mais de façon généralisée, l'ANSES n'aimait pas l'eau de robinet en question comme un vecteur d'exposition principal pour la plupart des composés. Ça, je pense que D'accord. ça reste assez très ponctuel à certaines régions, peut-être plus contaminées, les PFAS, les chlorothalonil, certains composés qui peuvent arriver via l'eau de robinet, mais de façon généralisée, en sachant que je ne suis pas expert sur l'eau. Bien sûr, oui. Les messages lancés, c'est que ce n'est pas un vecteur très principal pour la plupart des composés. Pour les PFAS, D'accord. ça peut arriver, je pense, sur les 50% des contributions à l'explosion globale. Mais Mhm. je ne pense pas qu'il y a ce décortiquage sur les types de robinet ou de l'eau bouteille. Mais je ne suis pas sûr Ok. sur les sujets. Alors, il y a d'autres questions qui sont intéressantes et qui concernent, je les synthétise un petit peu, qui concernent l'agriculture biologique. Alors, il a été question, tu en as parlé, est-ce je fais une synthèse des questions, une question qui porte sur est-ce que l'alimentation bio réduit la présence des contaminants, des polluants de manière significative? Et puis, une illustration, par exemple, est-ce que le beurre issu de l'agriculture biologique amène aussi des polluants? Ouais, c'est une très bonne question. C'est- 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 c'est des- on ne peut pas généraliser. Ouais. Les mots polluants, je vous ai montré, il y a beaucoup de variétés. La chose que c'est très constaté au niveau de la science, c'est l'impact rotund sur l'exposition aux pesticides. Donc ça, c'est une chose que c'est Ouais. hyper constaté. Et après, un changement de régime bio de plus de 6 jours, les niveaux des pesticides internes se sont basiquement réduits à très faible dose. Donc, globalement, Mhm. il peut y avoir encore de certaines traces qui peuvent venir des autres sources, mais l'alimentation biologique, ça va impacter notamment sur les pesticides, mais ça va très peu impacter sur des autres composés. Donc, notamment, D'accord. on peut avoir même des paradoxes dans lesquels certains composés, ça peut même voir incrémenter.
Donc, en fonction des zones de production, il y a des emballages. Dans les cas américains, par exemple, il y a une grande tendance que les produits biologiques sont très emballés en plastique. Et il Mhm. peut avoir même un incrément de certains plastifiants. Mais ça, il n'y a pas beaucoup d'études D'accord. dans les autres. Et par exemple, les mycotoxines, il peut avoir certaines modifications. Nous, on a mené une petite étude interventionnelle dans laquelle on a vu des profils de certaines mycotoxines qui ont été incrémentées, des autres diminuent. Mais de façon généralisée, ça va impacter notamment les pesticides. Oui. Alors, il y a une question qui est intéressante parce qu'il y a une nécessité de clarification sur les éléments que tu as évoqués sur l'allaitement. Donc, la personne dit, j'ai compris l'intérêt pour la mère d'allaiter, mais les toxines exposent-elles, qui sont transportées par le lait maternel, exposent-elles le bébé aux risques similaires? Va exposer au bébé, ça c'est clair. Je vais vous Oui. montrer Mhm. l'étude Lactomix. C'était un constat qu'on a fait, mais c'est pas que nous. Hein, c'est bien constaté que les laits maternels, il y a des niveaux des expositions à tout type de polluants organiques persistants. Les risques-bénéfices de l'allaitement maternel, même contaminé, c'est clair. Donc, globalement, la plupart des études faites disent que l'allaitement maternel, même au niveau des expositions non négligeables, va D'accord. compenser les effets nocifs des polluants qu'il peut avoir. Donc ça peut expliquer avec la complexité et la richesse du lait maternel, notamment donc avec les différents composés nutrimentaux des oméga 3 qu'ils peuvent venir co-exposer avec les POP ou des autres composés donc, qu'on connaît encore très peu. Donc, de façon D'accord. globale, pour ça, quand j'ai mentionné des analyses risque-bénéfice, donc, nous faut peut-être plus d'études pour décortiquer la mécanistique, mais de façon globale, il y a plein d'études qui nous confirment que l'allaitement maternel, c'est le référentiel pour les tout petits Bien bébés. sûr, bien sûr. Et une dernière question, même si malheureusement on va pas pouvoir en ligne répondre à toutes les questions, ce qu'on propose c'est qu'on va garder les questions et on va y répondre en backup. Une dernière question qui fait écho à une question aussi que je voulais te poser. Alors, une question sur le lien entre consommation de fibres alimentaires et contaminants. Et moi, ça m'amène à une autre question du lien entre microbiote intestinal, évidemment, stimulé par la consommation de fibres, et contaminants. Donc voilà, la question, c'est la question du lien entre ces différents points auxquels probablement tu ne pourras pas répondre en 2 minutes, Germaine. Non, mais c'est très intéressant. Je reviens dans cette image parce qu'en fait, quand on avait fait cette Oui. révision, quand j'ai parlé des impacts sur la toxicocinétique et transport, donc Mhm. c'est cette étape des passages pour l'intestin. Donc, c'est bien constaté que la fibre alimentaire va aider l'excrétion de certains composés. Donc, il y a Mhm. même des stratégies de réduction d'exposition qui sont portées euh, avec cette modulation de la fibre alimentaire. Pour ça, quand je disais les recommandations généralisées pour les cancers, que c'est incrémenter la végétalisation et le niveau de fibres, je pense que de façon indirecte, même qu'on n'a pas un constat spécifique dans les cancers, donc on connaît que la fibre va capturer, il va absorber certains composants, il va aider l'excrétion fécale sans D'accord. être absorbé. Et après, donc, tu as parlé des effets plutôt des métabolismes ou voir les effets de la microbiote qui va agir donc éventuellement pour euh, compenser les effets inflammatoires, qui sont des choses qu'on connaît bien au niveau de l'intestin.
Bien sûr, sans exclure non plus la question du rôle des acides biliaires et en lien avec, ces polluants qui sont des composés organiques plutôt lipidiques. Alors, il y a vraiment multitude de questions, je suis absolument confuse, il nous reste que 2 minutes, donc on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Ce que je vous propose, très simplement, c'est, nous allons conserver toutes ces questions et nous allons y répondre, par des modalités, que Élodie, pourrait nous décrire. Il y a notamment des questions de choix de consommation, quel type d'huile végétale qui augmenterait le risque de cancer du sein, donc quel type d'huile consommer, est-ce que le lait de vache est plus pollué que le lait végétal ou maternel? Alors la terminologie de lait végétal, entre guillemets, est tout à fait particulière, donc on va garder évidemment toutes ces questions. Je tenais à remercier bien évidemment Germaine pour la qualité de l'intervention que tu nous as faite. Un petit peu de frustration de ne pas avoir répondu en direct à ces questions, mais on va y répondre par écrit, donc on garde l'ensemble des éléments. Je vous rappelle que vous allez rester en ligne pour répondre au questionnaire de satisfaction et je vous rappelle également que nous vous donnons rendez-vous le 18 novembre pour le prochain webinaire qui va s'intéresser à la dénutrition dans le cancer et on vous remercie infiniment pour la multitude de questions que vous avez posées et pour le nombre très important de participants qui montrent à quel point ces problématiques de lien entre cancer et nutrition, et notamment en lien avec les polluants, est une préoccupation scientifique mais également citoyenne. Merci encore. Je laisse la main à Élodie et je vous dis rendez-vous le 18 novembre pour notre prochain webinaire. À bientôt. Eh ben, merci beaucoup à tous et effectivement, on a collecté des questions et on y répondra par écrit et ça sera exposé sur le replay. On le mettra dans les commentaires, toutes les réponses additionnelles aux questions qui restent. Merci à tous.